Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce Tour de France 2023, de ce Tour de France Femmes 2023. On va voir un petit peu ce parcours entre Cahors et Rodez, plus longue étape de ce Tour de France 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite, qui vous voyez peut-être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment foot féminin, notamment Tour de France Femmes, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief juste après l'arrivée de l'étape et des matchs de la Coupe du Monde de femmes. Et puis n'hésitez pas également, si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, à faire un super thanks. Et je remercie les gens qui l'ont fait, notamment pendant le Tour de France Hommes. Étape assez plate, cette étape numéro 4, pendant une grande partie de la journée. C'est-à-dire vraiment, j'irai jusqu'à 60-50 km de l'arrivée. Ça ne sera pas très vallonné. Mais les 50 derniers kilomètres sont vraiment pas faciles. C'est là où se concentre la majorité du dénivelé positif de cette étape. En sachant en plus que c'est 180 km, et je vais faire une comparaison avec les garçons parce que j'ai envie de faire une comparaison avec les garçons. C'est comme si on faisait 240 km chez les hommes, c'est-à-dire que 180 km chez les filles, c'est vraiment inhabituel comme type de parcours. On n'a même pas ça au championnat du monde. Donc à l'entraînement, elles ne pratiquent pas ce type de kilométrage-là. Donc pour beaucoup, ça va être une découverte. Elles ne savent absolument pas comment leur corps va se comporter dans ce type de situation. Je rappelle par exemple les championnats de France, c'était 99 km cette année. Donc on n'a pas des parcours aussi longs normalement chez les filles. Et là, 180 km, certaines filles vont souffrir, surtout que les efforts importants qu'il faudra fournir sont dans la dernière partie d'étape. Donc quand on aura dépassé les 130, 140 km d'étape, donc c'est-à-dire une étape, on va dire, classique de ce Tour de France 2023. Et c'est ce kilométrage-là qui va rendre l'étape compliquée et le fait qu'on ait mis les difficultés un majeur en fin d'étape. Du côté du dénivelé positif, 2503 mètres de dénivelé positif. C'est la deuxième étape dans ce classement. Donc ça montre quand même qu'il pourrait y avoir des différences, surtout que l'arrivée est en bosse. On regarde tout de suite le profil de cette étape. On regarde tout de suite le parcours de cette étape entre Cahors et Rodez. On aura une petite boucle autour de Cahors. On reviendra après le départ à Cahors pour ensuite aller vers Rodez, donc aller plein ouest, on va dire, vers Rodez. Traverser la Rouergue et donc arriver dans le final à Rodez avec cet enchaînement de côtes dans la dernière partie de course dans cette journée qui va être la plus longue de ce Tour de France. 178 km entre Cahors et Rodez, c'est très long. C'est, je pense, la journée la plus longue de la saison. C'est-à-dire que même les championnats du monde ne sont pas, je pense, aussi longs que cette étape. Et avec quand même du dénivelé en fin de journée, ça va faire mal. On part de Cahors, donc là, le col de Cressac, 2 km 2 à 4,8 de moyenne, code de 3e catégorie, sommet au km 16,5. On la regarde tout de suite. Vous voyez, un 5, 5, 5,2%, puis 4%, c'est pas très long. Mais voilà, je pense qu'on a fait ce petit détour autour de Cahors pour avoir cette petite bosse. Donc on revient à Cahors, Saint-Martin-la-Bouval, avant la côte de, on va dire presque mi-journée, un peu avant la mi-journée, la côte de Falgeras, 3 km à 3,4% de moyenne, au km 85, côte de 4e catégorie, c'est pas très dur, voilà, 1 km à 5,4% de moyenne, on aurait pu mettre au niveau de cette difficulté. On passe à Villeneuve d'Aveyron, Rignac pour le sprint intermédiaire, on est encore à 50 km de l'arrivée, c'est à partir de là où les difficultés s'enchaînent, notamment cette côte de Colombiès, 6 km 6 à 4,2 de moyenne au km 142,5. Cette côte de Colombiès, on la voit tout de suite. Le premier kilomètre est compliqué, on va dire à 6,1 et ensuite c'est assez roulant. On enchaîne en fait des petites rampes à 5-6% avec des passages beaucoup plus plats
mais on ne peut pas dire que ça soit extrêmement dur, cette montée de Colombiès. C'est la longueur qui va en faire cette difficulté. C'est pour ça qu'elle est 3e catégorie, c'est parce que c'est long. Passage au sprint bonification à Limérac. Et puis ensuite, on a l'enchaînement des 2 dernières côtes du jour pour le classement de la montagne. La côte de Moiraz, 4 km 7 à 5,1 de moyenne, côte de 2e catégorie au kilomètre 162. On la regarde tout de suite, elle est ici. Hop, vous voyez, donc 4,9, 5,1, 4,1, 5,9, 5,6. Les 2 derniers kilomètres sont un petit peu plus compliqués. Sont les plus compliqués, je dirais, de cette montée. Et puis on redescend et on attaque ensuite la côte de... ça c'est l'arrivée, la côte de Laverne. 2 km 3,72 de moyenne, vous voyez. Alors là, c'est un bon petit radar avec notamment 500 mètres à 8,4%. Ça devrait peut-être mettre certaines concurrentes en difficulté. Et ensuite, ça redescend, mais vraiment très légèrement pour arriver jusqu'à Rodez. Et donc, regardez ce dernier kilomètre qui sera en pente, voilà, à partir du dernier kilomètre. Et ça va surtout être très costaud dans les 400 derniers mètres. Donc, il faudra faire attention. Du côté du final, on le regarde tout de suite. Donc, vous voyez la côte de 3e catégorie. On redescend. C'est pas hyper technique. Là, vous avez 2 épingles, on va dire, importantes dans ces 10 derniers kilomètres. Et puis ensuite, donc, le final, qui, je rappelle, est en montée. Donc là aussi, pas très compliqué, pas très difficile d'arriver à Rodez ou Rodez pour cette étape. On regarde tout de suite les segments Strava. 2 segments Strava aujourd'hui. La côte de Cressac à la sortie de Cahors, qui est la première côte de la journée. 6 minutes 11, c'est le meilleur temps réalisé par Margot Vigier, la française, qui l'a fait le 19 juillet dernier, donc lors de son repérage du parcours. Parmi les temps, moi j'ai un Kevin Besson en 4,54 et le meilleur temps c'est Hugo V qui avait fait 4 minutes 49 à 379 watts de moyenne sur 28,4 km/h et c'était en septembre 2020. Et puis la deuxième côte, c'est la côte de Moirazès, 4 km 74. Le meilleur temps, c'est Réjeanne Marcus en 13,24, temps qui a été réalisé en avril. Même pas en avril, en février, pardon, avant les Strade Bianche. Le meilleur temps chez les garçons, c'est Stéphane M avec un 11 minutes 26 en 24,9 km/h. Et j'ai un Alexandre Géniès qui avait fait 11 minutes 40 à 24,4 de moyenne à 401 watts pendant cette montée. Voilà, pour ceux qui s'intéressent aux watts sur ce type d'étape. On va revenir sur le Tour de France 2017 avec l'étape 14. Les coureurs arrivés à Rodez pour cette journée. C'est une étape qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de ce parcours, avec une journée qui peut convenir à la fois aux sprinter puncher comme aux baroudeurs. Et à ce moment-là de la course, c'est Fabio Aru qui est maillot jaune, mais son avance est très faible. Il a 6 secondes sur Froome et 25 sur Romain Bardet. Le premier attaquant de la journée est Thomas Voeckler qui participe à son dernier Tour de France. Il va être rejoint par Maxime Bouet, Timo Rosen, Thomas de Rent et 4 km plus tard, alors qu'ils ont 1 minute 25 d'avance, Reto Hohenstein attaque. Il va mettre un petit peu de temps avant de revenir sur les hommes de tête. Sa décision tardive lui a coûté de l'énergie et 15 km de chasse patate. Le peloton décide très rapidement de contrôler cette échappée. La Sunweb de Michael Matthews et la BMC de Van Avermaet ont peur de Rent. L'écart ne dépassera jamais 3 minutes. À 125 km de l'arrivée au sprint intermédiaire, de Rent passe en tête devant Maxime Bouet. Dans le peloton, Kittel passe devant Matthews. C'est une bonne chose pour l'Allemand dans le classement du maillot. Il ne devrait pas sprinter à l'arrivée vu que c'est un petit peu trop compliqué. L'écart est assez tranquille même si le rythme est élevé. Timo Rosen crève juste avant la côte du viaduc du Vlore, mais il rentre très rapidement sur l'échappée et au sommet de cette côte, à moins de 50 km de l'arrivée, le peloton possède 1 minute 40 de retard
Dans la côte suivante de Santresse, De Rent fait le ménage dans l'échappée et seul Vauclair peut suivre. L'écart est stable avec le peloton malgré l'augmentation du rythme de course, mais ça fait mal aux sprinteurs classiques, notamment à Marcel Kittel. Et devant, à 30 km de l'arrivée, Thomas Vauclair ne peut plus suivre le rythme de Rent et il est obligé de le laisser partir. Le coureur belge qui va faire un petit peu de chemin tout seul à l'avant de la course, mais qui va se faire reprendre à 12 km de l'arrivée dans la dernière côte du jour. On va avoir pas mal d'attaques dans le peloton dans cette difficulté. Ça commence avec Tony Martin et Tony Galopin. Ils vont vite être repris. Un autre groupe de 4 coureurs se forme à l'avant. On retrouve Maurice Lammertink pour Katusha avec Damiano Caruso de BMC. Puis dans un deuxième temps, Nicolas Arm de Sunweb et Pierre-Luc Perrichon de Fortuneo, Oscaro. Et dans le peloton, plus personne ne roule parce que Sunweb et BMC, en fait, ils ont des coureurs devant. C'est alors la Sky qui reprend le relais pour Chris Froome. Ce petit groupe est repris et le final est difficile avec une belle côte comme arrivée. Oliver Nason décide d'attaquer, suivi par Philippe Gilbert. Mais Van Avermaet les déborde et Matthews bat le Belge sur la ligne. Au niveau du général, changement de maillot jaune, Christopher Froome termine 7e de l'étape et le reprend du temps à ses adversaires. Arroux et Bardet sont arrivés dans une cassure. Froome a désormais 19 secondes d'avance sur Arroux et Matthews revient à 99 points de Kittel pour le maillot vert. En passant de la rubrique Histoire, il se peut que dans les dernières étapes, il n'y ait plus de rubrique Histoire parce que en ce moment, avec la Coupe du Monde féminine, je n'ai pas le temps d'écrire. Il y a une mouche qui vient de passer devant l'objectif, je pense. Et je pensais avoir le temps d'écrire, mais j'ai vraiment pas le temps d'écrire. Donc il se peut que voilà, sur les 3-4 dernières étapes, il n'y a pas de rubrique Histoire. Je rappelle aussi que sur la prochaine Vuelta, il n'y aura pas de rubrique Histoire pour des raisons que, voilà, au bout d'un moment dans la saison, il faut penser à souffler un petit peu. Et il n'y aura pas de cycliste du jour non plus dans les vidéos de la Vuelta. On se concentrera juste sur le parcours. Du côté du cycliste du jour, j'ai mis Laurent Roux, professionnel de 1994 à 2003. Tour de l'avenir, 1997. Une étape sur le Giro 98 et un jour en rose. Paris-Bourges en 97. Amstel, 4e en 97, 5e en 99, 10e de Liège en 99, une étape de Paris-Nice en 99, une étape du Dauphiné en 2001, qui est son dernier grand résultat. Cette étape du Dauphiné, c'est assez intéressant, hein, c'est un coureur qui a eu des bons résultats dans ses premières années de carrière. Et puis ensuite, il a eu vraiment du mal à se relancer à partir des années 2000. C'est-à-dire quand le cyclisme, on a commencé à avoir les grosses affaires de dopage, Festina et autres, tout simplement parce qu'il prenait du dopage. Il est même impliqué dans l'affaire du pot belge de 2005, donc c'est une affaire qui concerne le cyclisme amateur, où c'était l'un des personnages importants de ce dossier. C'est lui qui achetait les doses et qui les fournissait aux coureurs amateurs. Voilà, Laurent Roux, ça fait partie de cette génération de coureurs qui ont bien goûté au dopage. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est pas forcément les bons coureurs qui sont les plus dopés, parce que dans les années 2000, on a quand même vu des sacrés loustiques qui étaient pas forcément les meilleurs du peloton et qui étaient quand même dopés. Ça permet de relativiser, de croire que si tu es dernier du Tour de France, ça veut pas dire que tu n'es pas dopé. Tu peux aussi être dopé quand tu es dernier du Tour de France. Mais ça intéresse beaucoup moins de monde, semblerait-il. Du côté de la météo, temps nuageux, mais pas de pluie, température entre 20 et 23 degrés, vent d'ouest entre 15 et 40 km/h qui va pousser les coureuses pendant une grande partie de la journée, à part sur le tout début d'étape, quand elles vont sortir de Cahors, mais dès qu'elles auront franchi la première côte de la journée, on ira plein ouest vers Rodez, donc là, le vent sera de dos. Du côté de la stratégie, soit une échappée va au bout, mais il faudrait au moins 12-14 coureuses. Et moi, je pense une échappée qui ressorte vraiment dans le final. Soit on a un sprint, mais tout le monde n'est pas présent. Soit on a un groupe de comptes qui se forme en fin de journée. Donc voilà, je l'avais bien marqué. Du côté de mes favoris, j'ai mis Demi Vollering. Arrivée en boss, l'une de mes meilleures puncheuses du peloton, ça pourrait le faire. Marianne Vos, mais j'ai quand même peur que ça soit un peu dur pour elle. Liane Lippert, pourrait se dire aussi, au niveau puncheuse face à Vollering, ça peut le faire. Et puis en grosse cote, en cas d'échappée, j'ai mis Elisabeth Deignad. Elle aime bien les efforts longs. On se souvient de la première édition de Paris-Roubaix. Elle avait été impressionnante. Du côté du programme télé, départ fictif à 12h25. Côte de Falgeras,
92 km de l'arrivée entre 14h51 et 15h06. Rignac, le sprint intermédiaire à 46 km de l'arrivée entre 16h01 et 16h24. Et l'arrivée prévue entre 17h12 et 17h44. Nous, on se retrouvera juste après l'arrivée sur TikTok et puis à 21h comme tous les soirs pour faire les débriefs de cette étape sur YouTube. N'oubliez pas la Coupe du Monde de football féminin. Si vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Et puis voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao ciao!